Caroline, nous allons commencer par la première question. D'où te vient cette passion? C'est un peu difficile à expliquer. Je pense que c'était naturel, là. J'ai grandi dans la nature, puis en fait, j'ai été élevée dans le bois, puis j'ai grandi avec cousins et cousines et tous les animaux de la forêt, incluant les oiseaux. Ils ont tout le temps été présents. Je pourrais pas dire exactement à quel moment je me suis mis à m'intéresser à eux. Peut-être ce que je me souviens, par exemple, c'est au moment où j'ai commencé à mettre des noms sur ce que je voyais à l'adolescence. OK. Mais avant, je les voyais, j'étais consciente qu'ils étaient là. Quand ça a été le moment de les identifier, c'était relativement simple. Je les connaissais déjà. Présentement, j'ai 41 nichoirs d'installés. OK. Et tu as eu combien de portées cette année? J'ai eu 40 portées dans 38 nichoirs. Et combien de merles bleus sur les 40 portées? Comme j'ai pas encore nettoyé les nichoirs, j'ai C'est pas le champ. c'est difficile des fois. C'est 13 ou 14. Parce qu'il y a un nichoir où j'ai vu des oiseaux, des merles bleus faire un nid. Mais quand je passais, parce que je passais une fois par semaine voir si tout va bien, puis c'est ma façon de fonctionner. Puis quand je passais, je voyais jamais personne, mais ça veut pas dire. Je pourrais avoir 14 nichés facilement. Oui, c'est ça. Des fois, ils sont un petit peu à l'écart quand on passe, puis Oui. ils reviennent après. Puis quand on passe pas longtemps aussi, je peux, avec cette quantité-là, je reste pas longtemps, là. Mhm. Donc, c'est ça, là, 13 ou 14 probablement nichés de merle bleu, dont 2 deuxièmes nidifications dans les mêmes cabanes. Excellent, c'est excellent. Je pense que c'est même un taux extrêmement élevé au Québec. Ah oui? Ah oui, oui, c'est Sérieusement? vraiment... J'ai Oui. personne pour me comparer, vous me l'apprenez. Là, présentement, ce que je surveille mes nichés, j'aurais un échec sur les 14. Je crois pas que... Je pense que ça a assez bien été quand même quand je les surveillais. Là, j'entendais les petits et tout. Là. Moi, j'ouvre pas les cabanes, mais quand tu entends les petits, c'est quand même bon signe. Je sais que j'ai un échec. Mais Un échec dû à la mortalité des parents? Ou... probablement. Puis c'est bien parce que le propriétaire l'avait vu qu'il s'allait pas bien. Fait qu'on a sorti les bébés morts. Puis il y a une deuxième nichée dans la même cabane. Ça m'a permis... Normalement, moi, je les ouvre pas, mais il y a un propriétaire qui le fait, puis il le fait bien, puis c'est correct. Oui, oui. Puis ça a permis justement d'avoir une deuxième nidification, sinon la cabane aurait été inoccupée. On avait une nichée de merle bleu à l'est de la maison qui s'est installée d'environ du 20 mai. Puis la portée dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. Tout allait bien, les bébés étaient sur le bord de sortir de la nichée, de la cabane. Puis une autre couple de merle bleu qui est arrivée. Puis ce couple-là, le mâle, ça avait bien été avec le mâle déjà présent sur place. Les femelles, ça n'a pas passé. Bon, les femelles se sont chamaillées. Puis la nouvelle arrivée, qu'on avait appelée Punkette, voulait la cabane de celle qui était déjà avec des bébés. C'était un petit peu compliqué, là. Il y avait des bébés dans la cabane. Puis c'est un peu comme si elle avait mis un ex sur la cabane. Moi, cette cabane-là, j'avoue, je vais la prendre. L'autre, elle n'était pas contente. Elle a décidé qu'elle faisait une deuxième nidification. Elle a commencé à rentrer du matériel dans la cabane avec les bébés dedans, là. C'était vraiment impressionnant. Puis elle se chamaillait avec Punkette. Donc, Elle voulait enterrer les bébés je sais avec... pas trop. Elle a rentré du matériel, là, puis beaucoup, là. Donc, voilà. Puis, les femelles se sont chicanées. Puis, celle-là qui était à l'est de la maison, qu'on avait appelée Poupette, parce qu'elle, elle nourrissait, elle se chicanait. Elle faisait ça à temps plein. Elle nourrissait plus les bébés. C'est le mâle qui nourrissait les bébés et la femelle. Elle défendait le territoire. Oui, elle défendait le territoire. Puis là, on était en fin d'éducation. Les bébés sont gros, là. Ça prend beaucoup de nourriture. Fait que le mâle, on se trouve qu'on l'avait appelé Poupette, nourrissait aussi la femelle. Donc, puis tout ça, c'est terminé. Tout le monde a quitté la cabane. Ça a bien été. Les bébés ont sorti. Puis finalement, les femelles ont continué quand même de se chicaner. Celle qui avait décidé de rester dans la cabane a pondu. Ça a bien été. Puis Punkette s'est installée à l'ouest de la maison dans peut-être un nichoir un petit peu moins placé. Puis elle a terminé plus de plumes sur la tête avec une espèce de
dans le fond, une plaque là, tonsurée, là, il n'y a plus rien qui pousse. C'était à la limite de la survie pour elle, là, ces batailles-là. Mais on comprend pas trop parce qu'il y avait déjà d'autres cabanes. J'ai des nichoirs chez le voisin où les nichoirs étaient libres. Les merles bleus, ça a été très tôt ce matin. Donc, à la Saint-Jean-Baptiste, j'avais déjà 2 nichoirs de libres chez le voisin, bien localisés. Mais elle voulait nicher chez Caroline. Ouais, elle voulait rester ici. C'est vraiment bizarre. Hein? Puis, elle est encore ici d'ailleurs. Elle est arrivée dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. Elle est toujours ici. Ces bébés qui sont sortis depuis un petit peu plus qu'une semaine et demie. Elle reste ici, puis c'est surprenant parce qu'en général, les merles bleus, lorsqu'ils quittent ici, quittent très tôt, un ou 2 jours après la sortie des bébés du nichoir. Ouais. Puis là, ben, ils sont encore ici, puis les bébés sont pas sauvages, on les voit, ils viennent près. C'est vraiment pas comme à l'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, j'ai eu connaissance qu'elle mangeait des sauterelles qu'elle défait, pareil comme une cresserelle peut faire. Oui, mais... Chose qu'on ne voit pas souvent chez les merles bleus. Là. Mais ici, les merles bleus font tout ça. Moi, Ils font tout ça? Ben oui, je croyais que tous les merles bleus faisaient ça. Non, mais qu'est-ce qu'ils font pour nourrir? Ils nourrissent comment leurs bébés? Des petits insectes. Pas de sauterelles? Non. Ben, j'ai jamais vu un merle bleu nourrir avec des sauterelles. Ils font tout ça, puis tellement que c'est l'an passé que nous avons vu, il y a 2 ans, nous avons vu des merles bleus. Il y a un couple de cresserelles ici, sur les fils électriques. Il y avait un couple de merles bleus, une cresserelle. Mon conjoint a vu déjà un couple sur les fils électriques, un couple de merles bleus, 2 cresserelles avec un autre couple de merles bleus. Tout le monde, avec les bébés dans le haut du poteau d'hydro, tout le monde mangeait des sauterelles. Moi, je pensais que c'était normal. Non, c'est vraiment pas l'alimentation de base d'un merle bleu. Ah bon? Et on le voit là, qu'il défait sa sauterelle, puis elle saute, il va rechercher, puis elle ramène pour finir de la tuer. C'est vraiment exceptionnel. Là. Ah bon? C'est pas quelque chose là, de commun. Peut-être que ça explique la raison pour laquelle Poinquette s'est battue aussi fort pour être ici. Bien, c'est sûrement que ces merles bleus-là sont déjà agressifs, parce que défaire la sauterelle, ça demande de l'ouvrage pour un petit oiseau. Oui, ça travaille fort. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'être obligé de nourrir des jeunes merles bleus toi-même? Non, mais je sais quoi faire si jamais ça arrivait. Là. Okay. Comme ici, les 2 nichées, il y avait les 2 dernières nichées, il n'y avait pas de mâle. Donc, je surveillais là, si je voyais qu'il allait manquer de nourriture. Je serais allée chercher des verres de farine, puis j'aurais attrapé des sauterelles, j'aurais demandé à mon chum de leur arracher les pattes. Il aurait été servi, le rôti de sauterelle. Oui, je laisserai pas des animaux. Si je sais qu'il y a des oiseaux qui ont besoin qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide, je vais intervenir. Puis même au niveau aussi, s'ils sont malades ou quoi que ce soit, là, je vais faire ce qu'il faut là, pour qu'ils soient bien. Ici, nous sommes à l'endroit où j'ai la plus grosse partie de mes nichoirs sont installés ici. La grosse partie de mon réseau est ici. C'est le spot. C'est constitué de champs, de friches. Donc, beaucoup de nourriture pour les oiseaux, tous les types d'hirondelles. Les merles bleus, ils trouvent leur compte. Donc, voilà, je vous présente mes champs favoris. Bien, c'est ici, cette partie-là qui est en friche. Les goglus y vivent. Les goglus, les carouges. Il y a plusieurs chicots qui sont utilisés aussi par les cresserelles comme perchoirs. Il y a des pluviécultires, 2 couples de pluviécultires, la bécassine des marais. Il y a beaucoup d'oiseaux champêtres magnifiques qu'on peut observer ici. Là. Puis autant aussi des migrations, bien là, ça augmente là, en quantité, diversité. Mais ici, tout l'été, là, on peut vraiment se gâter là, pour pouvoir observer les oiseaux champêtres. Tu
vas nous parler de ta relation avec les gens où tu vas placer des nichoirs. Comment tu fais pour les convaincre d'accepter, premièrement? Ils ne te connaissent pas la plupart du temps, la Exact. première rencontre? Oui, oui. Je vous avoue que je ne sais pas trop moi-même. Je suis quelqu'un de très timide, puis je pense que ça m'a déjà gênée, ça. Mais je suis quelqu'un de très timide, là, puis ça me demande tout le temps mon petit change, là. Je regarde, je cherche un numéro de téléphone, puis là, le cœur me débat, là. Mais j'ai une très bonne... je suis vraiment surprise. Les gens sont prêts à ça. Ils sont prêts à accueillir les oiseaux sur leur terrain. Puis c'est étrange, il y a beaucoup de gens, et bien quelques personnes qui ne connaissent même pas ces oiseaux-là. Je leur dis, c'est des nichoirs à hirondelles bicolores, à merle bleu. C'est quoi ces oiseaux-là? Puis les gens sont curieux, ils posent des questions, je trouve ça super. Puis il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Il y a des oui mais Ouais. un peu sur la glace. Mais les gens sont prêts à ça, puis j'ai une bonne réception. Puis j'offre aux gens de leur faire des bilans de nidification parce que je suis ménichée. Puis tout le monde a demandé des bilans de nidification. Les gens sont prêts, puis ils me disent « Ah oui, même s'ils ne les connaissent pas, parfois, on a entendu parler, les insectivores sont en train de disparaître, c'est important, c'est beau ce que tu fais. » C'est vraiment super. Les gens, oui, sont prêts à ça. OK, ça, c'est quoi comme cabane, non? C'est une cabane à mésange à tête noire et assistée à la poitrine rousse. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? C'est l'entrée du trou. Puis ça, c'est un modèle que j'ai fait, là. J'ai pris la base du ministère de la Faune, puis je l'ai fait sur le modèle des cabanes à merle bleu, là. C'est mon propre plan. Puis, mais par contre, j'ai jamais vu de citelle rentrer dans ces nichoirs-là. À date, ça fonctionne très bien pour les mésanges, par exemple. Fait que le trou est plus petit que pour, le merle, c'est Oui, ça? le merle, c'est 38 mm. Puis celui-là, j'ai fait un petit peu plus grand pour que les deux espèces puissent rentrer. Là. Mésange et citelle, là, il était à 32, je crois. Il n'y a aucun chat, raton laveur, écureuil qui peut se rendre à un de mes nichoirs. Puis j'essaie le plus possible de mettre loin des arbres pour contrer les pois. Parce qu'ici, ben, c'est super beau, il y a des écureuils volants, des pois à la touche. Oui. Mais pour, c'est rare que, ça serait assez rare qu'un poil à la touche pourrait se rendre à un nichoir. C'est pas impossible, mais ça serait plutôt rare. Puis, à date, là, j'ai pas constaté rien. Il n'y a pas de prédation terrestre possible. OK. Toi, tu ne rencontres pas de nid d'écureuil dans un nichoir? Ça sera pas possible, puis c'est fait pour ça aussi. OK. Je ne l'accepte pas. Ces oiseaux-là vivent assez de difficultés avec les changements climatiques, toutes les difficultés au niveau de trouver la nourriture, la prédation, les produits qui sont utilisés en Amérique du Sud et tout ça. Je pense que quand ils arrivent ici, ils méritent d'avoir un endroit sécuritaire. Puis c'est une responsabilité aussi en tant que quand tu mets un nichoir, de t'assurer qu'il n'y ait pas de prédation. Là. En tout cas, là, éviter le moins possible. Là. Moi, je préfère la ligne de la Bluebird Society là, qui dit si vous n'avez pas l'intention d'installer un système anti-prédation, n'installez pas de nichoir. Moi, j'y adhère entièrement. Donc, ce qui fait la sécurité de mon réseau de nichoirs, c'est le double dispositif anti-prédation. Tout d'abord, il y a un tube d'acier, 30 pouces de long, 6 pouces de diamètre, avec il y a un couvercle sur le dessus qui est percé juste pour qui a le profil de la barre hantée. Donc, il n'y a pas aucun prédateur terrestre qui peut monter là. Il n'y a pas de chat, ni raton laveur, ni d'écureuil qui pourrait réussir à monter. Parce que si vous installez seulement un poteau d'acier, n'importe quel écureuil ou raton laveur est capable de monter dessus. Souvent, les gens vont les mettre même plus haut en se disant « Ah, c'est correct! » Ils sont capables de grimper 10-12 pieds sur un poteau d'acier sans problème. Donc, ça prend absolument un dispositif anti-prédation. Puis aussi le soufflage à l'entrée qui permet d'allonger le tunnel là, pour se rendre à l'intérieur, ce qui fait en sorte qu'un oiseau de proie qui tenterait de se rentrer la tête dans le trou va avoir un petit peu plus de difficulté. Pour l'avenir, tu veux te rendre où avec ton réseau de nichoirs? Présentement, j'ai atteint, je crois, la quantité maximale, là, parce que je ne suis pas retraitée. J'ai atteint la limite là, de ce que quelqu'un seul peut faire pour favoriser ces espèces-là. J'aurais aimé ça monter à 50 parce que les nichoirs sont surveillés. Moi, je passe une fois par semaine. C'est sûr que si je ne les surveillais pas, je pourrais en mettre beaucoup plus. Ça me prendrait quand même un peu d'aide pour les nettoyer. Je pense que je l'ai atteint la limite, là. Par contre, moi, je serais prête à m'intéresser et m'impliquer dans des projets que d'autres personnes auraient, les aider, soit au niveau de la confection des cabanes, le système anti-prédation, ou juste pour les aider un petit peu pour placer les nichoirs. Je serais prête à aider d'autres, je serais rendue là, m'impliquer.
installer la cabane de mésanges ici. On va aller la chercher. On va dire que c'est sud-est. Passe le test, là. C'est prêt pour l'année prochaine. Puis c'est toi qui les construis, les cabanes? Oui. Quand tu places un nichoir, le choix de ton emplacement, tu cherches quoi? Quand tu dis, là, je veux proposer un nichoir, il me faut un emplacement. Tu pars et tu recherches quoi comme site idéal? Tout d'abord, la non-utilisation de produits, ça, c'est la base. Jamais quand il y en a. Puis, je me garde toujours une terre, environ 2 arpents de zone tampon entre une zone où il y a des nichoirs puis l'agriculture industrielle. OK. Puis ensuite, il y a la présence de chats. Quand les propriétaires ont des chats, en général, j'en mets pas. Si jamais, je mets les cabanes beaucoup plus loin, je les mets pas près de la maison, mais je me suis quand même rendu compte que les merles bleus s'installent dans les cabanes que j'avais mis pour les hirondelles pour venir manger au bar où il y a des chats. Donc, on s'en sort pas vraiment. Il y a des chats domestiques partout. C'est vraiment dommage. Mais en règle générale, là, quand je vois des chats, c'est sûr que je mets pas de cabane proche, mais je sais que les oiseaux, ils vont pareil, là. Puis, donc, c'est ça. Puis, j'essaye aussi, je mets jamais de nichoir sur le bord de la route, là. Comme je vous dis, j'essaye de pas en mettre proche, mais j'essaie de garder 300 pieds. Puis là, cette année, je n'avais une à 150 pieds de la route. Mais c'est rare, là, j'en ai peut-être 2 comme ça. Près de la route, c'est parce que tu as peur pour les petits au moment qu'ils vont sortir ou le va-et-vient des parents au-dessus de la route? Oui, puis je l'ai vu aussi. À chaque année, j'ai des hirondelles qui se font frapper. On me le rapporte, puis je demande aux propriétaires de me le dire parce que moi, après ça, quand je reconstitue l'histoire, il y a des bébés morts, OK, la mère s'est fait frapper. J'essaie de reconstituer un peu toute l'histoire, là. Puis je trouve ça vraiment dommage, mais puis ça m'attriste, là, puis surtout de voir les hirondelles à front blanc, puis les hirondelles des granges virer devant les autos, là. Mais on s'en sort pas, c'est difficile de trouver des terres, des endroits bien localisés où il n'y a pas de route. Puis il faut dire aussi que les hirondelles aiment beaucoup les fils électriques, donc j'ai des hirondelles qui sont des nichoirs à 600 pieds de la route, puis elles vont quand même se percher sur le fil électrique, puis elles se voisinent, donc elles traversent les routes, puis la route, c'est un peu difficile, là. Ça, je trouve ça dur de dealer avec ça. On a parlé ensemble de la difficulté d'avoir une subvention lorsqu'on n'est pas un OSBL. J'ai eu des félicitations. Moi, j'ai essayé pour la bourse, j'ai postulé pour la bourse Atlas de Québec Oiseau. J'ai eu des beaux félicitations pour mon projet. On m'a dit qu'il y avait 12 projets qui étaient tous très beaux, mais j'ai pas eu de sous. Je pense qu'il faudrait que je fasse partie d'un groupe. Je crois que peut-être le fait que j'étais seule, je suis pas seule parce que j'ai des propriétaires. Il y a quand même beaucoup de jeunes impliqués, mais quand même, ça reste mon projet. Peut-être que je faisais partie d'un groupe, j'aurais eu accès à une subvention. Mais dans ma vie personnelle, j'ai pas vraiment le temps de m'impliquer dans les groupes sociaux. Fait que j'ai pas accès aux subventions, là. Puis au niveau aussi du ministère de la Faune, c'est ça, il faut être au SBL, puis c'est quand même beaucoup de papier, là. Oui, tu passes autant de temps à la paperasse qu'à la construction des nichoirs. Moi, je suis pas prête à ça. Je veux pas consacrer une partie du temps. Je suis une fille de terrain, je vais aller sur le terrain, il faut que ça bouge. C'est dommage, mais c'est comme ça. Là,
là, mes prochains projets, ça serait, là, les gens du milieu vont s'impliquer. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Ça serait de réaliser des abris artificiels, puis même d'aménager des structures humaines pour les améliorer, pour accueillir des hirondelles, des granges, puis éventuellement des hirondelles à front blanc, parce qu'elles ont pratiquement disparu de la région. Il en reste encore. C'est vraiment catastrophique, là. Ah oui, oui, oui. Puis en mettant ça, je ne savais pas, je l'espérais, mais je m'y attendais pas qu'avec mes nichoirs à hirondelles bicolores, j'attire ces oiseaux-là. Les hirondelles des granges, les hirondelles à front blanc fréquentent maintenant les lieux où j'ai installé des nichoirs. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont encore là, donc il y a encore d'espoir, on peut encore faire quelque chose. Il faut faire de quoi. Puis le fait de les avoir attirées, ça me rend responsable parce que lorsqu'elles vont s'installer, elles ne vont pas nécessairement s'installer à des endroits où elles sont le bienvenues. Puis ça, je respecte ça avec des propriétaires qui ne voudraient pas les recevoir chez eux. Ça, je respecte ça. Sauf que moi, je vois en même temps que c'est aussi ma responsabilité, le fait de les avoir attirés, d'installer des structures pour les recevoir de façon sécuritaire. Oui, j'ai ça comme projet dans mes cartons. Hein.